Mais pour arriver à un sujet très, très connexe quand même, c'est toutes les monnaies numériques et la Banque centrale européenne. Alors, en fait, vous avez des monnaies numériques qui sont de plus en plus utilisées. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, hein, donc je suis pas, voilà, je vais écouter sagement ce que les autres intervenants ont à dire. Mais vous avez des monnaies numériques, type Bitcoin, qui commencent à être de plus en plus utilisées, et vous avez d'un autre côté des stablecoins plutôt américains qui donnent une hégémonie aux US. Pour pouvoir lutter contre ça, en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté au début. La Banque centrale européenne s'est dit, j'ai une bonne idée, moi aussi, je vais créer ma monnaie numérique, l'euro numérique, et comme ça, les gens n'auront plus besoin de passer par des monnaies numériques que je ne contrôle pas. Ça va être la mienne qui va être la meilleure. Ça, c'est un peu la façon dont on nous l'a expliqué. Bon, ça ne tient pas la route une minute parce que la plupart des gens, s'ils veulent prendre du Bitcoin, c'est justement pour éviter les banques centrales et éviter le fait que des décisions politiques peuvent influencer la monnaie, ce qui est horrible. Moi, je dis toujours que avoir abandonné les talons or est une véritable erreur, mais donc ça ne tient pas la route. Et là, Christine Lagarde a dit, bah, l'euro numérique, vous allez l'avoir à partir d'octobre. Il va arriver en octobre, je vous le garantis. Et je ne sais pas si sa langue a fourché ou n'importe quoi, mais elle a dit, c'est pour rendre service aux Français comme en Chine avec les Chinois. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment le modèle de démocratie qu'on a envie de suivre, la Chine et les Chinois? Et est-ce qu'ils se sont rendus compte quand même que la monnaie numérique chinoise a sûrement plein d'avantages, mais l'un de ses avantages, en tout cas pour le gouvernement, c'est que ça lui permet de bien contrôler la population et la population chinoise. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut en Europe? Surtout que ça fait écho au fait qu'on a de plus en plus de ministres et de gouvernants qui nous disent, bon, il faudrait supprimer le cash quand même, le cash devient un problème. Moins il y aura de cash, moins il y aura de problèmes. Voilà. Donc, je jette ça en pâture à nos deux intervenants, puisque là, honnêtement, je reconnais que moi, la monnaie numérique, je ne suis pas du tout un fan de Bitcoin, je ne suis pas du tout un fan de monnaie numérique. Et du coup, je ne suis pas un grand connaisseur de ce sujet, donc je laisse la parole à ceux qui connaissent bien le sujet. Je commence. Vas-y, Étienne. Ah bon, okay. J'embraye sur l'aspect politique parce que je connais bien l'usage de la monnaie numérique en Chine, vu que là j'y suis, puis j'y passe beaucoup de temps tous les mois, pour expliquer comment ça a été introduit là-bas. C'est très intéressant et pourquoi ça intéresse la BCE de faire pareil. La Chine, quasiment jusqu'au Covid, elle n'utilisait quasiment pas les moyens de paiement numériques. Donc les cartes bleues, il n'y en avait presque pas, elles étaient acceptées nulle part et c'était du cash, du cash, du cash. Avec tous les problèmes que ça fait d'économie parallèle qu'on ne maîtrise pas, impossibilité de piloter les dépenses des gens et impossibilité de les tracer. Et pendant le Covid, a été mis en place avec la mode du sans contact pour des raisons sanitaires bien sûr, les paiements sans contact par les téléphones. Donc eux, ils utilisent une appli, enfin ils en ont deux majeures, hein, WeChat et Alipay, qui sont évidemment aux mains du gouvernement central et avec lesquels il a été testé et approuvé, hein, parce qu'au début c'était des tests pilotes dans certaines villes, qu'il y avait une vraie appétence de la population pour que les gens se jettent dessus. La solution était très simple, c'était offrir de l'argent. Vous dites aux gens, bah, vous ouvrez un compte. Alors bien sûr, c'est un compte qui est lié à vous, hein, avec votre numéro de citoyen. Vous ne pouvez pas en ouvrir 10 000, mais une fois que vous l'avez ouvert, on vous donne quelques dizaines d'euros avec lesquels vous pouvez faire votre shopping. Et tout a été testé, donc le fait d'avoir un compte nominatif, le fait de tout centraliser sur quelques points, et le fait de créer de l'argent ex nihilo en pointant les dépenses. Donc là, vous avez toutes les facettes de contrôle des monnaies numériques, et c'est pour ça, je pense que ça intéresse la BCE, c'est certainement lapsus que ça a été dit comme ça, mais derrière, la réflexion est la bonne, c'est comment est-ce qu'on enlève l'économie noire, parce que tout est tracé, vous pouvez même donner de l'argent en Chine aux clochards dans la rue, avec leur QR code Weixin, on va vraiment vers ça, et les autorités publiques, quand il faut faire de la relance, elles créditent votre compte directement. Donc là, c'est de l'hélicoptère-monnaie comme on n'en a jamais eu en Occident. Et en plus de ça, il y a des yuan qui sont fléchés vers certaines dépenses. Donc là, ce qui avait été fait dans le Covid, c'était les dépenses dans les commerces de proximité. Donc on peut dire, demain, vous avez 100 euros, si vous êtes en France, hein, que vous pouvez dépenser pour votre alimentation. Vous avez l'équivalent chèque culture, l'équivalent chèque déplacement pour payer votre électricité. Toutes ces choses qu'on met en place aujourd'hui de plus en plus
sous forme d'allocations, mais qui sont extrêmement lourdes. Et des fois, c'est même tellement pénible que les citoyens ne les demandent pas. Et c'est un problème. Quand le gouvernement vous dit on a un trou dans les allocations, les gens ne demandent pas, dites-vous bien que ça l'embête. Parce que si ces allocations sont mises en place, c'est pour que les gens les utilisent. Et quand vous ne jouez pas le jeu, quand vous n'allez pas demander votre aumône, eh ben, vous êtes quelque part en train de gripper le système. Avec ces monnaies numériques, c'est très facile à faire. Ça a été testé en Chine, c'est validé. Et l'expérience montre que la population a adopté ça extrêmement rapidement avec tout simplement la petite carotte de l'argent gratuit à dépenser. Donc malheureusement, en Europe, ça risque d'être la même chose. Le jour où la BCE vous dira vous avez votre compte d'euros numérique et il y a 100 € dessus, moi je pense que les gens vont très vite prendre les 100 € et puis après l'utiliser. Parce qu'au final, entre ça et un paiement sans contact par sa carte bleue ou son téléphone, ce qu'il y a derrière, le citoyen lambda, il s'en fiche. Ça, c'est pour l'aspect adoption. Et petite parenthèse aussi sur les stablecoins américains. Je pense qu'Antoine, après, embrayera peut-être plus sur les cryptos parce que c'est plus son domaine de compétence. Mais au niveau monétaire, sur ce qui se passe aux US, il y a eu un abandon plus ou moins du projet de dollars géré par la Fed, avec une latitude plus grande donnée aux acteurs privés des stablecoins. Il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas du tout du libéralisme, c'est simplement qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes capacités de contrôle avec les stablecoins, à la fois de contrôle de l'économie et de contrôle des dépenses. Pour vous donner juste 2 ordres de grandeur, l'année dernière, Tether, c'est le plus grand réseau, c'était le 7e acheteur étranger de bons du trésor, parce que comme ils veulent garantir que les stablecoins sont bien liés au dollar, quand vous achetez un stablecoin, en face, ils achètent des bons du trésor. Et l'an dernier, ils ont acheté pour plus de 33 milliards. Au 31 décembre, vous avez un stock de 120 milliards de treasuries américains. C'est de l'ordre de grandeur des grandes banques des grandes économies. C'est plus que le Canada, c'est plus que l'Allemagne. Donc, au niveau du contrôle de la monnaie, même avec des stablecoins privés, la Fed, elle se rend compte qu'elle a exactement la même chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau du contrôle des comptes individuels. On a eu plusieurs cas l'an dernier avec du gel de portefeuille d'actifs de crypto-monnaies censés être privés, notamment les gels de l'entreprise pétrolière du Venezuela, et d'autres qui ont été condamnés, des particuliers dans le cadre de procédures judiciaires. On a dit à cet acteur qui est censé être indépendant, voilà, maintenant ce citoyen, cette entité, tu lui gèles ses comptes. Et ils l'ont fait. Donc ça veut dire que les monnaies privées, les monnaies numériques privées ne protègent absolument pas des dérives qu'on peut avoir avec les monnaies publiques. Donc ne pensons pas, si on va plutôt vers des euros privés en se disant je ne veux pas des euros numériques de la BCE, que ce sera différent avec ce qui peut arriver par la suite en réaction en fait à cette monnaie panétatique. Tant que vous répondez aux ordres de la justice et de l'exécutif, vous n'êtes pas indépendant. Et c'est comme du Bitcoin, mais en moins bien, parce que vous avez en plus de ça l'érosion de la valeur monétaire. Donc, très peu d'intérêt pour les citoyens, à part peut-être cette petite carotte d'avoir de l'argent facile quand l'État veut bien nous l'accorder. Je suis totalement d'accord avec toi, mon cher Étienne. Il y a 2 éléments. D'une part, il y a le cash, et de l'autre partie, il y a les devises numériques. Les 2 seuls pays qui sont contre, sauf si je me trompe, mais je pense pas me tromper, les 2 seuls pays qui sont pour le cash contre les devises numériques, c'est États-Unis, Trump, et la Suisse, si je me trompe pas, et seul au monde. Concernant l'euro numérique, alors, on nous le vend comme une innovation technique, mais c'est avant tout un outil de contrôle étatique et technocratique. À mon avis, on s'oriente vers ça. Pour moi, c'est une décision politique majeure qui va engager notre souveraineté financière, notre liberté. Donc, ce projet de devise numérique de Lagarde introduit une monnaie programmable, comme en Chine, ce qui va permettre à la BCE de surveiller en temps réel toutes nos transactions. Restreindre l'usage de l'argent, il y a des exemples, par exemple en limitant certains achats, par exemple autoriser uniquement les dépenses de nourriture pour les bénéficiaires de RSA, ce sera dans le futur. Autre exemple, c'est en imposant des dates d'expiration des fonds, comme tu le disais Étienne, par exemple en période de crise pandémique, avoir des chèques à durée limitée. Ou autre exemple, en bloquant l'accès à certains comptes. Par exemple, ceux qui ne vont pas payer une amende ou ne votent pas pour qui il faut, je vous dis n'importe quoi. Mais on s'oriente vraiment vers la série Black Mirror. Alors oui, juste pour ceux, je t'interromps juste une seconde, mais pour ceux qui disent bon, c'est un peu exagéré. Alors évidemment, pour le moment, c'est pas le cas. Mais il faut savoir que par exemple, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a décidé de prêter de l'argent aux banques en fonction de ce que les banques à qui les banques allaient prêter derrière. C'est-à-dire que
C'est pas dans la mission de la BCE, hein. C'est pas dans la mission de la BCE, mais la BCE, Christine Lagarde, a décidé de prêter moins cher de l'argent à la BNP, par exemple, si la BNP finançait les éoliennes plutôt que de financer le pétrole. Elle a décidé de prêter moins cher à telle banque si elle finançait plutôt du green business que de l'industrie lourde. Ce n'est pas dans la mission de la BCE. Christine Lagarde l'a reconnu et elle a dit « Oui, ce n'est pas dans mes missions, ce n'est pas dans mes statuts, mais c'est bien. » Donc, parce que c'est bien, j'ai le droit de le faire. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des gens. Si demain, ils devaient annoncer à la population, écoutez, on va accepter que vous utilisiez votre argent uniquement si vous ne dépensez pas trop d'argent en essence ou en avion ou en ceci, on serait tout à fait dans la lignée de ce qui est actuellement fait par la BCE pour l'argent qu'elle prête aux banques. Donc, oui, ce que vient de dire Antoine est un peu exagéré par rapport à la réalité actuelle, mais c'est vraiment dans la continuité de ce que fait la BCE aujourd'hui. Donc, c'est pas... Je me projette beaucoup, mais je pense personnellement que c'est là où on va. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que les gens disent souvent aux États-Unis que le cash, c'est la liberté, en fait. Alors, on a des exemples. Alors, je me projette, mais on a déjà des exemples où l'euro numérique a ouvert la voie des sanctions financières. Pardon, où on a ouvert. Excusez-moi, je m'emballe. L'euro numérique, lui, il va ouvrir la voie à des sanctions financières ciblées sur des bases politiques ou comportementales, et on a déjà eu des précédents. C'est-à-dire qu'on a déjà gelé les comptes bancaires, par exemple, des manifestants camionneurs à Ottawa, au Canada, pendant la pandémie, durant leur convoi de liberté. On leur a gelé les comptes. Donc, il y a déjà eu des précédents. Et puis, évidemment, il y a les mesures contre les citoyens russes vivant en France, qui ont eu leur compte gelé également sans qu'ils soient des oligarques, par exemple. Donc, on voit dans quelle direction on va aller. Moi, je la vois tout de suite. Hein. Alors, je suis peut-être pessimiste, mais je ne pense pas l'être. Hein. Ça va ouvrir aussi la voie, comme l'a dit Étienne, à de l'impression monétaire massive à partir du vide. Et la BCE est spécialiste dans le genre d'imprimer à base d'air. Et éventuellement, on aura, je pense, rapidement après l'implémentation de cet euro numérique, au revenu universel. On l'aura, ce revenu universel, je pense. Donc, ce n'est pas une surprise personnellement, parce que Christine Lagarde, voilà, elle fait partie du World Economic Forum, elle aimerait peut-être même être présidente, ça sera peut-être sa destinée, mais c'est pas bon. Je pense que ça va être très, très négatif, cet euro numérique. Et pour l'instant, les États-Unis, eux, ils veulent aller dans une autre direction avec Trump, mais ils pourraient être un petit peu rattrapés quand Trump ne sera plus là. Peut-être qu'ils iront sur ce chemin également. Bah, c'était une grosse demande de Kamala Harris et de Biden, hein, d'aller vers le dollar numérique. Donc c'est pas du tout, oui, c'est pas du tout fou. Et juste un dernier mot, la Suisse a mis dans sa constitution que le cash est sacré. Je crois, on t'entend très mal. En tout cas, moi, je t'entends très mal. Non, je disais juste que la constitution suisse incluait le fait que le cash devait perdurer et exister, quoi. Il est possible qu'aux États-Unis, ils fassent la même chose dans les années qui suivent. Bah, c'est la meilleure protection contre nos problèmes, hein. Enfin contre l'État. Avoir du cash, voire même de l'or. Hein. L'or permet aussi de se protéger contre peut-être même mieux que le cash, contre un État qui aurait tendance à vouloir régenter nos vies, quoi. Et donc, alors, pour rigoler un petit peu, la Suède, qui est quand même un paradis de l'économie administrée et du socialisme bon enfant, on va dire, et qui fait la guerre au cash depuis bien plus longtemps que nous, est en train de revenir dessus, parce qu'ils se rendent compte que quand même une société sans cash, et c'est surtout ce qui s'est passé en Espagne le mois dernier avec le blackout, là, c'est très compliqué à gérer. Donc, ils sont en train maintenant de reconseiller aux citoyens d'avoir du cash. Ils sont en train de redemander aux commerçants d'accepter le cash, parce que ça devenait de plus en plus compliqué de payer en liquidité en Suède. Mais l'État se rend compte que même lui n'a pas forcément intérêt à faire complètement disparaître le cash. Et une monnaie numérique, même si c'est une blockchain gérée par la banque centrale, quand il n'y a plus d'électricité, vous n'en faites pas grand-chose. Donc même l'État peut se retrouver pris à son propre piège, et le numérique ne peut pas tout faire. Bon, ça, mais c'est presque une bonne nouvelle, ça, quand même.
Ouais, ça fait sourire. Non, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Juste un petit point, je profite de vous avoir, mais juste un petit point. Est-ce que donc l'or bat des records en ce moment, record sur record à cause de l'instabilité politique que l'on a. Est-ce que et tu dis souvent, Antoine, que le Bitcoin suit l'or finalement? Est-ce qu'on a comment? Non, le Bitcoin suit c'est un actif risqué, il suit le Nasdaq, le S&P 500, les indices. Par D'accord. contre, le gold, lui, va un petit peu se décorréler. Après, il y a des moments dans l'histoire, dans un contexte économique particulier, où tout évolue ensemble. Actif risqué comme actif refuge. Et c'est un petit peu le cas actuellement. Donc je te dis non, tu as tort, mais en fait, tu as aussi raison. Non, mais je ne suis pas un spécialiste, donc j'accepte d'avoir tort sur le Bitcoin. Moi, je suis pas un Bitcoin. Voilà, comme il y a une circulating supply, il n'y a que 21 millions de Bitcoins en circulation, ça donne un petit peu l'effet rareté. Et donc c'est pour ça que comme l'or, il a cette qualité d'être un actif anti-inflation. C'est son point commun avec l'or. Par contre, en cas de grosse crise financière, je pense, non, pas douter que Bitcoin baissera avec les indices, pendant que l'or, lui, en général, il monte. Donc, du coup, les stablecoins, Étienne nous disait que ce n'était pas vraiment une façon de résister à l'euro numérique ou aux monnaies numériques, et même aux monnaies fiat, puisque finalement, les États contrôlaient quelque part les stablecoins. Est-ce qu'on a sur le Bitcoin ou les autres cryptos quelque chose qui te permet de créer une alternative aux monnaies, aux monnaies type euro numérique ou dollar numérique si un jour il arrivait? En tant que stablecoins, sans doute, mais après, il faut faire attention avec les stablecoins, il faut qu'ils soient backés par du véritable argent, et en général, voilà, enfin, il faut être sûr de ça. Je pense que les États vont vouloir les supprimer au fur et à mesure. Alors aux États-Unis, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, je pense qu'ils ne voudront pas de stablecoins, ils voudront uniquement leur devise numérique, parce que voilà, ça donne trop de concurrence. Après, vous avez tout un pan de crypto, vous avez des cryptos privés qui sont en train d'un petit peu de supprimer, mais c'est pas direct. En fait, ils demandent aux brokers de ne plus les proposer. Donc, c'était le cas à l'époque. Je suivais une crypto qui s'appelait Dash, qui était totalement privée, qui était beaucoup utilisée au Venezuela, par exemple, là où il y avait beaucoup d'inflation. C'est un gros sujet, hein, les cryptos, ce que l'État veut supprimer un petit peu partout. Juste pour revenir en arrière, en Inde, il me semble qu'ils avaient supprimé le cash, ils avaient supprimé une coupure de billets et ça avait causé beaucoup presque une révolution, quoi. Je me souviens plus si tu t'en souviens ou pas, Étienne, de cette histoire. Ouais, ils avaient laissé un temps court pour rapporter la coupure, la dénomination en question. Et bah, c'était pareil, hein, c'était pour lutter contre l'économie noire et toujours les bonnes intentions. Ouais. Oui, c'est toujours les mêmes prétextes, c'est vrai. D'accord. Donc, affaire à suivre sur cet euro numérique, mais je pense qu'on est tous les trois d'accord que, bon, évidemment, il y a le prétexte de lutter contre l'économie noire et les horribles trafiquants de drogue, avec beaucoup de résultats. On voit à quel point le trafic de drogue n'est plus un problème en Europe et surtout en France. Mais la réalité, c'est quand même d'essayer de contrôler un peu la population et la façon dont on a le droit ou non de dépenser notre argent et de vivre tout simplement la vie que l'on souhaite. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Donc, je rappelle, merci à Antoine de XTB. Je rappelle que la chaîne d'Antoine, vous pouvez aller la voir, le lien est dans la description. Et tous les matins, Antoine fait une vidéo sur l'actualité des marchés. C'est le Good Morning Market. Le Good Morning Market. Merci à Étienne, rédacteur en chef aux publications Agora. Et là, vous avez un lien dans la description pour
allez voir le dossier sur l'or physique que proposent les publications Agora. C'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous pouvez télécharger le PDF et en apprendre un peu plus sur l'or physique. Et moi, vous avez la newsletter gratuite aussi de DME, de Droma Economy, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui ont suivi le live et qui nous ont posé des questions. Ça nous aide à rebondir. Merci à Anaïs, qui est la modératrice. Merci à ceux qui regardent également en différé. Moi, j'ai presque plus qu'à vous dire, mettez un pouce vers le haut, commentez et partagez. Et puis, à très bientôt. Au revoir, merci.